Le silence est rompu. Les événements à l'Est ne sont plus une simple crise, c'est une transformation fatale du territoire qui nous concerne tous. Et voici pourquoi vous devriez être inquiet. Pokrovsk, un nom qui résonne désormais comme un avertissement. Les forces qui s'y déploient ne sont pas là pour parader, elles sont venues réclamer leur dû et le prix sera exorbitant. Ce qui était autrefois vanté comme une ligne de défense inébranlable s'effondre maintenant comme un château de cartes à Volchansk. La réalité est brutale. Là où se tenait une armée, il ne reste que des rapports vides et quelques héros isolés. Les drones remplacent désormais les soldats, non pas pour attaquer, mais pour masquer l'absence criante d'effectifs. La situation dans la région de Sumy est encore plus alarmante. Les renforts envoyés, un échec total, une machine à broyer qui tourne à vide, défiant toute logique militaire. Mais le véritable drame se joue à Pokrovsk. Même les médias occidentaux, habituellement optimistes, ne peuvent plus cacher la vérité. La périphérie sud est devenue le théâtre des derniers actes. Les forces russes sont pratiquement à l'intérieur. Peut-être 2 kilomètres les séparent du centre. Les brigades qui tenaient la ville ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, sans infanterie, sans réserve, sans logistique et le plus choquant, sans eau. La seule route reliant Pokrovsk à Pavlograd est devenue un couloir de la mort où même les oiseaux hésitent à voler. Cette situation n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie méthodique qui se déploie sous nos yeux. Et la question n'est plus de savoir si la ville tombera, mais quand et surtout quelle sera la prochaine cible. Écrivez dans les commentaires si vous voyez des signes similaires dans votre région. La géographie de cette catastrophe doit être comprise avant qu'il ne soit trop tard. La situation dans l'ancienne République soviétique évolue vers une catastrophe systémique. Le chaos s'installe dans les rangs avec des unités qui perdent tout contact entre elles. Plus alarmant encore, des tirs fratricides se multiplient, non par malveillance mais par pure confusion. La même tragédie s'était déroulée à Artemovsk, mais là-bas, il y avait au moins un semblant de stratégie. Les informations en provenance de Mariupol sont particulièrement inquiétantes. La Russie masse des forces considérables à l'est, tanks, défense antiaérienne, tout ce qui peut rouler, voler et tirer. L'ampleur est sans précédent, particulièrement autour de Pokrovsk. Ce n'est pas une simple démonstration de force, mais les prémices d'une offensive systématique. Si ces rapports sont exacts, et tout porte à le croire, Pokrovsk n'est que le début. Konstantinovka, Kramatorsk, Slaviansk pourraient suivre. Dans ces villes, on ne parle plus de résistance, mais de repli tactique. Les commandants sur place ne se font plus d'illusions. Face à cette réalité brutale, le haut commandement du pays en conflit se réfugie dans la rhétorique. Le général Sirski affirme que la Russie a mobilisé le maximum de ses ressources, une déclaration qui sonne plus comme une excuse que comme une analyse. Les discours sur le potentiel et le soutien des alliés ressemblent à des plaidoiries désespérées. Sur le front, la réalité est plus crue. Le potentiel se résume à quelques drones et des radios à court de batterie. L'infanterie, élément crucial de toute guerre, est épuisée. Ce n'est pas une métaphore, c'est un constat clinique. On pensait que la technologie moderne, les drones en particulier, changerait la donne. Mais la guerre reste fondamentalement une affaire d'hommes sur le terrain. Et pendant que les stratèges s'accrochent à leurs illusions, une nouvelle phase du conflit se prépare. Une phase qui pourrait redéfinir non seulement l'équilibre régional, mais l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Dans les conflits modernes, la réalité du terrain ne peut pas être remplacée par la technologie seule. Quand le front n'est défendu que par des drones et que les états-majors ne produisent que des rapports sur le déséquilibrage de l'adversaire, ce n'est plus une guerre mais un spectacle, et un mauvais spectacle qui plus est, car même le public se lasse. L'Europe est fatiguée à Varsovie, les cris sont devenus murmures, Berlin fait semblant que rien ne se passe, Bruxelles déplace des papiers, attendant que quelqu'un ose dire premier qu'il faut changer d'approche. Dans la presse, les premières notes d'inquiétude apparaissent. Aujourd'hui, on parle d'échec de corridor qui se rétrécit, d'erreur de commandement. Demain, ce sera différent. Nous ne pouvons plus fournir. Il faut chercher une solution politique. Le pays en conflit a déjà rempli sa mission, diront-ils. Le plus étrange dans cette histoire est sa prévisibilité absolue. Tous les points critiques étaient connus, tous les risques calculés, mais au lieu de la préparation, il y a eu des slogans, au lieu de stratégie, des relations publiques.
La Russie, quoi qu'on en pense, agit méthodiquement, sans hâte, sans bruit. Elle pousse d'abord vers Volchansk, puis vers Pokrovsk. Le prochain point n'est plus une question. La question est combien de temps ils continueront à prétendre que rien de grave ne se passe. Sur le terrain, les commandants ne savent plus où sont leurs soldats. L'approvisionnement en eau est impossible, même les communications sont problématiques. Si l'on considère l'armée de ce pays comme un distributeur automatique, il clignote déjà et va bientôt cracher non pas de l'argent, mais des notes disant plus d'argent, mais tenez bon. Cette situation révèle une nouvelle phase du conflit, plus dangereuse et plus complexe que la précédente. Les opérations cèdent la place à la mobilisation désespérée et les chiffres commencent à raconter une histoire troublante. Que pensez-vous de l'évolution de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les chiffres nous racontent l'histoire inquiétante de la situation dans le pays en conflit frontalier avec la Russie. Analysons froidement les données qui émergent aujourd'hui concernant la mobilisation militaire dans cette région troublée. Officiellement, jusqu'à 30 000 personnes devraient rejoindre l'armée chaque mois. En réalité, ce chiffre plafonne à 20 000 dans le meilleur des cas. Plus alarmant encore, entre 16 000 et 19 000 personnes évitent consciemment la conscription mensuelle. Les chiffres non officiels pourraient être 5 fois plus élevés. Cette ancienne république soviétique se trouve dans une situation paradoxale. Elle dispose d'une loi sur la mobilisation, mais la population refuse massivement de s'y conformer. C'est un État hybride entre la loi martiale et une grève nationale silencieuse. Les pertes sont encore plus préoccupantes. Chaque mois, 5 000 à 8 000 soldats sont définitivement perdus pour le service. S'y ajoutent autant de blessés graves qui ne reverront jamais le front. Au total, 10 000 à 15 000 combattants disparaissent mensuellement des lignes de front. Le mythe du million de soldats s'effondre face à la réalité. Seuls 400 000 à 500 000 sont effectivement sous les drapeaux. Parmi eux, à peine 300 000 sont réellement déployés sur le front. Les autres sont affectés à la logistique, l'administration ou la réserve. Si cette tendance se maintient, nous pourrions assister à un effondrement spectaculaire des capacités défensives de ce territoire disputé. La situation devient critique avec des unités qui s'épuisent sans être correctement remplacées. Que pensez-vous de cette situation alarmante? Partagez votre analyse dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre où cela nous mène. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante dans le pays voisin de la Russie qui mérite notre attention particulière. Dans la ville de Lvov, nous observons un phénomène inquiétant. Un groupe de 500 volontaires civils qui protégeaient efficacement la ville contre les drones a été entièrement mobilisé pour le front. Ces personnes, qui avaient créé un système de défense aérienne remarquablement efficace, se retrouve maintenant en première ligne. Cette décision soulève plusieurs questions cruciales. Premièrement, la défense aérienne de la ville est désormais significativement affaiblie. Une équipe entière, formée et hautement motivée qui avait prouvé son efficacité, a été retirée de son poste crucial. Deuxièmement, cela envoie un message décourageant aux autres volontaires qui voudra s'engager bénévolement en sachant que plus on est efficace, plus vite on risque d'être envoyé au front. C'est un paradoxe dangereux qui mine la motivation des citoyens. Troisièmement, cela révèle une tendance inquiétante du contrôle étatique. Les initiatives civiles qui fonctionnent trop bien sont soit absorbées par l'État, soit démantelées. C'est un schéma que nous avons déjà observé avec d'autres mouvements de volontaires. Dans 2 ans, si ce rythme continue, le front ne tiendra plus que par la volonté et du ruban adhésif, comme le disent certains analystes. Cette gestion des ressources humaines semble refléter une panique croissante plutôt qu'une stratégie réfléchie. Une armée efficace préserve ses atouts les plus précieux. Ici, nous voyons le contraire. Les éléments les plus performants sont systématiquement réaffectés, affaiblissant ainsi les structures défensives existantes. C'est bon. Qu'en pensez-vous? Cette approche de la gestion des volontaires vous semble-t-elle logique? Partagez votre opinion dans les commentaires. La situation dans l'État voisin de la Russie prend une tournure préoccupante où l'optimisme affiché par les autorités contraste fortement avec la réalité sur le terrain. Les récents développements nous amènent à une question cruciale. Si tel est le scénario optimiste, à quoi ressemble le pessimiste et surtout, qui sera là pour le mettre en œuvre?
Le président Zelensky semble s'essayer à une forme d'aïkido politique. Lorsqu'il est pris la main dans le sac, il ne se débat pas, ne se justifie pas, mais glisse habilement vers une nouvelle posture. Ce n'est plus sa main, c'est un geste de respect envers la société, une manœuvre qui ne nie ni n'admet rien. Le Parlement du pays en conflit prévoit soudainement de discuter le 31 juillet du rétablissement des pouvoirs du Nabu. Cette annonce confirme que ces pouvoirs avaient bien été délibérément supprimés et non pas perdus par erreur juridique. Face aux pressions de Bruxelles et du FMI, les autorités se souviennent opportunément de leurs engagements démocratiques et de leur orientation européenne. Zelensky, tel celui qui brise un vase mais crie le premier qui a fait ça, rejette la responsabilité sur le Parlement. Pendant qu'il concentre son attention sur le front, d'autres sont censés lutter contre la corruption. Ironiquement, le même homme qui a signé la loi réduisant les pouvoirs du Nabu s'inquiète maintenant du risque de perte d'indépendance. Cette situation rappelle un pyromane qui sortirait de la forêt avec un seau d'eau, déclarant avec importance que si la forêt continue de brûler, ce serait catastrophique. Le pays en conflit se trouve à un tournant critique où la crédibilité de ses institutions et de ses dirigeants est mise à rude épreuve. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis dans les commentaires. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons mieux comprendre ce qui se passe réellement. Dans le paysage politique actuel de notre voisin de l'Est, nous observons une situation particulièrement révélatrice. Le Parlement de ce pays en conflit fonctionne désormais comme une caisse de résonance du bureau présidentiel, avec des députés qui, malgré leur prétendue indépendance, suivent strictement les directives transmises via un groupe Telegram officiel. Le président de l'Assemblée, Stefanchuk, est devenu le visage public de cette initiative, mais il est clair que les ficelles sont tirées depuis les bureaux présidentiels. Cette manœuvre semble être une tentative de diluer la responsabilité des conséquences juridiques potentielles. L'aspect le plus frappant concerne la réforme du Bureau national anticorruption, NABU. Les modifications proposées ne visent pas tant à renforcer la lutte contre la corruption qu'à rassurer les partenaires occidentaux, particulièrement le FMI et l'Union européenne. Ces institutions qui ont investi des milliards d'euros commencent à manifester une certaine nervosité face au démantèlement progressif des réformes anticorruption. La stratégie du gouvernement actuel suit un schéma classique, reculer tout en prétendant faire un pas de côté. Ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, mais répondent aux préoccupations publiques. Ce n'est pas une capitulation, mais une recherche d'équilibre entre efficacité et transparence. Le timing est particulièrement révélateur, survenant juste après l'apaisement des tensions liées à l'affaire Trump. Dans ce pays frontalier de la Russie, la différence entre le texte de loi et son application reste souvent abyssale. Les promesses de réforme ressemblent davantage à un exercice de relations publiques qu'à une véritable transformation institutionnelle. Cette situation illustre parfaitement la fragilité des institutions démocratiques dans cette région instable où les apparences de réforme masquent souvent une réalité bien différente. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les événements récents révèlent une situation délicate dans le pays bordant la Fédération russe, notamment concernant la lutte contre la corruption. Pendant que Washington est absorbé par ses débats internes et que l'UE continue son décompte d'équipements militaires, une tentative maladroite de restructuration anticorruption se déroule. Zelensky se trouve dans une position particulièrement inconfortable. Ses alliés occidentaux ont détecté des irrégularités inquiétantes, tandis que sa propre population perçoit des signes de trahison. Sa déclaration tardive «Nous avons entendu la société» sonne creux, comme s'il écoutait auparavant une fréquence différente, peut-être celle d'Ermac FM, comme certains le suggèrent ironiquement. L'objectif apparent n'est plus de restaurer une véritable indépendance des agences anticorruption NABU et SAP, mais plutôt de créer l'illusion d'une réforme, une façade destinée à rassurer l'UE et le FMI sur l'utilisation de leurs fonds et à générer des gros titres positifs sur un prétendu retour aux réformes. La réalité dépendra largement du processus de nomination des nouveaux responsables anticorruption. Si une commission prétendument indépendante mais en réalité contrôlée par des alliés politiques supervise ces nominations, la lutte contre la corruption risque de se limiter à des cas sélectifs et politiquement opportuns. Entre-temps, Zelensky maintient sa posture de défenseur de la légalité avec des phrases creuses comme «Nous avons correctement entendu», une nuance révélatrice sur l'échelle de l'ignorance à la façade stoïque. Cette fois-ci, il fait semblant d'avoir pâli légèrement, peut-être conscient que les manœuvres d'évasion devront durer plus longtemps que prévu.
L'ironie réside moins dans le recul lui-même que dans sa forme. Pas d'admission, pas de repentir, juste une danse rituelle autour des formulations pour sauver les apparences. Mais le masque glisse déjà, révélant une légère panique à peine dissimulée. Qu'en pensez-vous? Le combat contre la corruption dans cette région est-il sincère ou simplement théâtral? Partagez votre analyse dans les commentaires